peut-être juste commencer par la première question pour chacun d'entre vous, prendre une petite minute chacun pour vous présenter et votre société, même si beaucoup vous connaissent déjà ici. Prenez quand même ce temps-là chacun, donc peut-être Caroline, on va te laisser commencer. Je ne vais pas être très galant après pour le reste des questions. Donc, Bonjour à tous, donc moi je suis Caroline Tellier, je suis la directrice générale de PayPal en France. Voilà, ça fait 8 ans et demi que je suis dans cette industrie. 2 ans et demi que je dirige la France et je suis passée par le produit. Donc j'ai aussi travaillé sur le développement des nouveaux services de PayPal dans l'Europe, puisqu'on parlait de l'Europe juste avant. Bon, tu ne vas pas présenter qui est PayPal, mais on va dire que tout le monde connaît. Oui, bonjour, mon nom est David Campois, j'ai la direction générale de Verifone en France et dans le Benelux. Et cela fait 29 ans que je suis dans les paiements, dans le monde entier. Et Verifone, en quelques mots peut-être? Verifone, c'est bien évidemment 1,6 à 1,8 milliard de dollars par an de chiffre d'affaires. C'est 11 milliards de flux sur 150 pays. Donc notre discussion est réellement mondiale et pas simplement européenne. Et plus précisément française, mais j'en parlerai tout à l'heure. Frédéric Diverez, je suis président de Monext. Moi, j'ai rejoint Monext en 2012. Et donc, on est un processeur et on a pris un gros virage commerçant. Donc, on est vraiment orienté commerçant. Nicolas Huss, je suis le CEO d'Ingenico, donc une entreprise qui a 2 activités majeures. La première qui est dans le terminal de paiement et la deuxième qui ressemble en partie, puisqu'on n'a pas l'activité de processing, à ce que Gilles décrivait tout à l'heure. Et justement, Nicolas, on va commencer justement par Ingenico. Tu as rejoint Ingenico il y a combien de temps maintenant? 2 ans exactement. D'accord. Bon, on ne reviendra pas sur le sujet Visa Europe qui a été évoqué par Gilles, c'est ton passé. Mais peux-tu nous parler un peu justement de la transformation telle que tu la vois, peut-être en réagissant à certains des propos de Gilles, et l'impact sur un groupe comme Ingenico aujourd'hui dans les 2 dernières années? Oui, alors sur les propos, je ne vais pas faire de commentaires particuliers parce que je suis complètement aligné avec ce que Gilles a dit. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense que l'ensemble des commentaires sont vraiment d'actualité. En ce qui concerne Ingenico, en réalité, par rapport au thème, c'est une entreprise qui traditionnellement était dans les terminaux de paiement, qui a eu beaucoup de succès dans les terminaux de paiement et qui a choisi de se réinventer il y a, pour faire simple, 50 ans. Et je pense que ça a été un processus couronné de succès, puisqu'aujourd'hui, l'activité Merchant Services représente 60% des revenus et 50% de la rentabilité. Donc la réinvention est déjà au présent. Tu dates le virage au moment du rachat d'Ogone à peu près ou Oui, grosso modo, il y avait eu quelques tentatives avant, entre autres en Allemagne, mais il y a vraiment un moment où mon prédécesseur Philippe Lazare a décidé qu'il était temps en fait, de basculer l'entreprise vers du transactionnel, avec un schéma, en fait, un business model très différent, puisque quand vous vendez un terminal, vous avez du revenu qui est relativement peu récurrent, alors qu'en fait, quand vous faites du transactionnel, vous avez une activité où vous prenez des centimes, mais sur des millions de transactions. Alors, concrètement, peut-être pas ceux qui sont dans la salle, mais beaucoup de la population en général connaît bien Ingenico pour la petite marque qu'on voit sur le terminal, justement. Ça, c'est assez facile à montrer et à croiser. Tu peux nous en dire un peu plus sur les différents métiers d'Ingenico aujourd'hui, concrètement, les différentes gammes de métiers verticales que vous adressez? Oui. En fait, on a 3 ou 4 métiers différents. Donc, on va mettre à part le terminal dont on vient de parler. Dans le positionnement sur la partie Payment Services, on a un positionnement qui est assez différent de celui que Gilles décrivait tout à l'heure, puisque nous, on n'est pas vraiment un acquéreur. Ce qui est peut-être, en fait, si je devais décrire Ingenico, notre spécificité. L'ensemble des grands groupes dont on parlait tout à l'heure sont tous de très grands acquéreurs, certains depuis longtemps, d'autres plus récemment. Nous, en fait, notre positionnement, c'est du partenariat commerçant, que ça aille des très grands retailers ce qu'on appelle les SMB, donc les petites et moyennes entreprises, ou alors aux purs acteurs online. Et pour faire ce partenariat, on a ajouté une activité d'acquiring. Donc en résumant, il y a une activité d'acquiring qui est peut-être la 5e ou la 6e en Europe. Qui n'est pas dans tous les pays. Qui n'est pas dans tous les pays, exactement, qui vient en appui de ce qu'on peut faire. Et nos cœurs de métiers principaux, ce sont, tout ce qui est la petite et moyenne entreprise, où là on fait vraiment tout. C'est-à-dire qu'on va fournir le terminal, on va faire la connexion au magasin, on peut les aider à faire du online si on en a besoin. 2, à l'autre extrême, la très grande entreprise, les très grands retailers, tous ceux chez qui on achète au quotidien à peu près partout en Europe et dans d'autres pays du monde. Et là, c'est vraiment
presque de la SS2I, c'est du coût humain. À partir du moment où on signe un accord, il faut à peu près 1 an avant que ça se mette en place. Et la troisième activité majeure, c'est une activité en fait de ce qu'on appelle de la transaction transfrontalière pour les acteurs online, pour les aider en fait à se développer dans un certain nombre de pays. Donc là, on couvre l'ensemble du globe, avec peut-être un peu moins la partie africaine, mais on est sur les autres continents. Avant de revenir sur les 3 dernières verticales que tu viens d'évoquer, tu as un peu rapidement évacué la partie terminaux. Vous êtes encore un des acteurs majeurs, j'imagine, dans ce sujet. Enfin, ça représente encore quoi dans le chiffre d'affaires d'un gynéco, les terminaux? Donc les terminaux représentent 40% de notre chiffre d'affaires. Et grosso modo, notre part de marché, si on regarde le profit pool, est d'à peu près 30% du total. Ma question va toucher aux terminaux, mais pas que, à l'ensemble de la chaîne. Tu viens d'évoquer les SMB. Moi, j'aime bien ramener les choses très concrètes, parce que sinon, comme j'ai 2 enfants qui essaient de comprendre ce que je raconte, j'ai pris un taxi la semaine dernière. Ça m'était pareil depuis longtemps, parce que je suis un peu trop accro au VTC, mais il n'y a plus rien à la gare du Nord. Et alors, dans le taxi, on a une longue conversation sur l'acceptation des cartes. Et j'en ai marre, j'ai résilié mon contrat avec la banque X, je vais pas le dire, ils sont tous membres, mais enfin, il n'était pas content. Il m'a dit, c'est hors de prix, je comprends pas, ça me coûte très cher, etc. Il ne savait absolument pas ce qu'était ni iZettle, ni les Adyen, etc. Donc on en a parlé rapidement, il a tapé sur tout. Il a acheté pendant qu'on était dans le taxi, il s'est arrêté un feu rouge, il a commandé le truc. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui, des grands acteurs comme toi en France, on peut en parler tout à l'heure avec d'autres, ne peuvent pas proposer des solutions, elles aussi, plus compétitives pour ce type de marché, cette base de marché qui a besoin de pouvoir accepter de nouveaux moyens de paiement simplement, pratiquement, et qui ne sont pas que des grands groupes internationaux dans 27 pays, c'est juste mon taxi au bout de la rue. Oui, mais ça, c'est justement une de nos activités. Donc tu ne la vois pas trop en France parce qu'on ne la développe pas encore, mais toute la partie des petits et moyens commerçants, c'est une activité phare chez Ingenico qu'on a développée, tu t'en souviens, suite au rachat de Bambora. C'est une activité qui progresse de 20-25% de croissance organique chaque année. Et on a aujourd'hui, grosso modo, chez Ingenico, plus de 600 000 commerçants. Donc une c'est dans quel pays, Bambora, plutôt? Donc en fait, c'est tout le nord de l'Europe, le centre de l'Europe. Donc ça descend en fait jusqu'aux frontières de la France, voilà. Mais pas la France. On a des chances que tu y arrives? Oui, bien sûr. En fait, un jour ou l'autre, en fonction des besoins, des demandes, et de façon concertée, s'il y a une opportunité. D'accord. Bon, chacun lira entre les lignes. Sur les autres verticales, quand on a préparé un peu cet entretien, tu me disais que vous avez quand même maintenant de très nombreuses offres à destination du retail, qui ne sont pas juste le paiement pur et la transaction. Tu peux nous en parler un peu plus, comprendre justement toutes ces offres à destination du retail que peut proposer un acteur comme Ingenico? Bien sûr, la force d'Ingenico sur le domaine du retail, on en parlait encore tout à l'heure avec quelqu'un, c'est le fait qu'on est capable de connecter aux terminaux de paiement. Et c'est notre ADN historique. Donc, quand on voit un très grand retailer qui a besoin d'une couverture sur plusieurs pays européens, cette discussion qu'on avait à l'instant, on est vraiment capable de faire ça et on apporte de la valeur ajoutée. J'y reviens à toi, j'ai encore d'autres questions pour toi, mais je voulais faire un petit tour et rebondir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'essaie de garder 5-6 minutes à la fin pour des questions, vous pouvez les affûter. Et entre vous, n'hésitez pas à vous couper la parole, bien sûr. Je vous l'ai dit en préparation. Voilà. David, en fait... Toi aussi, Verifone, c'est quand même beaucoup les terminaux. Quand je t'ai rencontré, on était à l'étranger, et je t'ai dit pour te taquiner, il faut que tu viennes me convaincre sur scène que les terminaux Verifone ne sont pas juste les gros machins que je vois. J'ai toujours eu l'impression que c'était des gros terminaux, Verifone. Donc c'est quoi Verifone aujourd'hui? C'est quoi l'actualité? J'ai eu l'impression en échangeant que c'était quand même beaucoup l'omnicanalité, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Déjà, le cliché qu'il faut tout de suite tuer, c'est que Verifone, c'est 60% de son chiffre d'affaires dans les terminaux dans le monde, uniquement. Pour la France, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Verifone en France il y a 2 ans, ce n'est que 30% du chiffre d'affaires dans les terminaux de paiement. 70% sont faits dans les services. Et dans les services, il y a bien évidemment les gateways et tous les services à valeur ajoutée. Donc ça, c'est très très important. Ce virage a été pris environ 5 ans et il est fondamental. Il est fondamental parce que nous sommes aussi processeurs techniques, et nous sommes aussi acquéreurs, nous aussi dans le nord de l'Europe, mais aussi dans le monde en Asie-Pacifique. Acquéreurs, Visa, Mastercard, WeChat, j'en passe et des meilleurs. Donc, mais de façon très très sélective, parce que nous sommes très très focalisés sur le commerce et de mettre en place des solutions flexibles et agiles, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Nous avons souffert nous-mêmes de plateformes legacy dans beaucoup de pays. C'est extrêmement compliqué d'harmoniser un nombre incalculable de plateformes qui sont historiquement développées dans les pays qui sont les nôtres. On est présent dans 150 pays mis en filiales 65. Et donc d'avoir une solution non pas européenne, mais mondiale, nativement. Et ce virage, nous l'avons pris depuis le rachat par le fonds d'investissement, qui était le 20 août 2017.
Alors justement, on en a beaucoup parlé dans la presse. Il n'y a pas eu d'ailleurs que des articles élogieux. C'est pas toujours facile les rachats. Ça y est, maintenant ça fait quelques temps. Ça change quoi concrètement dans votre vie opérationnelle aujourd'hui d'être dirigé par un fonds? Je suis déjà très en phase avec ce que Gilles a dit tout à l'heure par rapport à on ne manage pas sa société sur la valorisation. Donc, quand on était coté en bourse, on avait les mêmes problématiques qu'Ingenico, que Worldline et d'autres. Ceci étant dit, lorsqu'on rentre dans un fonds d'investissement, tout est très décomplexé. Les choses peuvent être dites, communiquées, puisque le seul actionnaire que l'on a est l'investisseur. Donc, une rentrée d'un fonds d'investissement accélère de façon énorme et la puissance de changement est tellement fracassante que les choses peuvent être faites en très très court terme. J'entends par là, depuis le mois d'août, nous avons fait des choix stratégiques sur des plateformes d'acquisition et d'acceptation au niveau mondial. Cela veut dire que nous n'avons plus qu'une seule plateforme dans le monde. Et malheureusement, l'effet collatéral de cela, c'est que nous allons doucement mais sûrement converger tous les pays, toutes les plateformes vers deux plateformes technologiques et une seule plateforme d'omnicanalité. Donc cela voudra dire qu'en France, nous allons à terme mettre en position de neutre, donc de dériliser les sociétés, des plateformes comme Paybox, comme WeNeed. Et cela nous permettra de répondre aux besoins des commerçants de façon beaucoup plus agile et rapide. Les fonds d'investissement n'ont pas du tout de sujet par rapport à tout ça. Restructuration, réorganisation, avec les partenaires, avec les fournisseurs. Voilà, ça va très très loin et très très vite. Tu as plus de liberté pour ce type de changement? Totalement. Aussi pour les investissements peut-être? Absolument. Donc les directions générales ont vraiment un pouvoir de décision. Les décisions sont prises avec le corps en 24 heures. Les choses sont à la fois puissantes, rapides et percutantes. Inclus dans l'innovation d'ailleurs. Enfin, ça c'est le bon côté. En général, quand un fonds rentre, c'est avec un projet de sortir. Bien sûr. Qui est 5 à 7, donc ça donne en même temps une pression, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Alors, plus ou moins, parce que Francisco Partenaire est connu pour rester plutôt sur le long terme. Nous sommes aussi dans des logiques de bon sens, donc avec la consultation faite avec nos employés, avec nos représentants, avec tous les grands acteurs de l'industrie de la monétique. Nous sommes allés voir tous les banquiers français, nous sommes allés voir tous les commerçants français pour leur faire part à la fois de la réorganisation, mais aussi du lancement de nouvelles offres en France, des offres d'acceptation pour attaquer le tiers 4 et le tiers 5 du commerce, où on était plutôt faible en France. On est connu en France pour être plutôt leader sur le tiers 1 et le tiers 2. Et voilà, de mettre en place des stratégies qui sont très, très lisibles et très transparentes. Bon, alors c'est vrai que les terminaux, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, etc. Mais quand même, c'est un vrai sujet. On paye tous sur les terminaux, parce qu'on peut en parler 2 minutes. D'ailleurs, n'hésite pas à revenir sur le sujet. Mais c'est quoi les nouvelles technologies aujourd'hui qu'on embarque dans les terminaux? C'est quoi l'actualité d'innovation? Parce qu'on innove quand même dans les terminaux. J'imagine que 60% de votre chiffre d'affaires, c'est pas sur un machin qui dort. Tu peux nous en parler un petit peu de ces changements dans cette... Bien sûr. Déjà, donc l'offre concurrentielle, celle dont tu as parlé tout à l'heure, que ce soit les EasyToll ou SumUp, nous les avons, un peu comme Ingenico. Nous les avons lancés en France le 26 mai. Donc nous allons attaquer effectivement ce segment qui est aujourd'hui occupé par des ADN ou d'autres. Bout en bout comme eux. Bout en bout, effectivement, mais toujours dans la concertation avec nos amis banquiers, puisque nous avons décidé pour la France de ne pas désintermédier. C'est fondamental. Donc on est allé voir les banquiers français, on leur a expliqué ce que nous voulions faire, comment nous voulions le faire, et c'est en cela qu'en partenariat avec eux... Alors pour bien comprendre, pardon, parce que vas-y. Concrètement, je suis le taxi, j'ai quand même encore 2 interlocuteurs? Non, tu n'auras qu'un interlocuteur, mais il y aura 2 contrats commerçants. C'est-à-dire que les flux cartes bancaires passeront par les banques françaises et nous occuperons du reste. Voilà. Donc le terminal, en l'occurrence, tu as raison, c'est pas forcément sexy. Fonds d'investissement arrive, 53 modèles chez Verifone au mois d'août, janvier 2019, 8 modèles en atterrissage. Voilà, donc il y a une épuration totale. Pardon ? Oui, ça s'appelle du nettoyage. C'est du nettoyage avec de nouveaux designs, des choses beaucoup plus élégantes, beaucoup plus épurées que vous voyez déjà sur le marché français, mais pas que. Pour que je comprenne, juste parce que ça m'intéresse à titre industriel, on voit la durée de vie d'un terminal mobile. Je rappelle, on l'achète, il est mort. Un terminal de paiement, c'est quoi en fait le cycle de conception, fabrication, distribution, et je passe au suivant? C'est 3 ans. C'est 3 ans et demi. C'est la raison pour laquelle les gammes que nous lançons aujourd'hui ont été conçues effectivement 3 ans. Voilà, c'est assez long en termes de design, mais tout ça s'accélère. Question pour vous deux d'ailleurs, Nicolas et David. Il n'y a pas un vrai objectif à aller beaucoup plus vite quand on voit le temps qu'on a mis à déployer le sans contact, parce qu'il y avait ce cycle de 3-4 ans, voire 6 ans, 7 ans de renouvellement. Aujourd'hui, il y a la pression de payer avec des mobiles, etc. Arriver à des cycles d'1 an, comme les terminaux, il y aurait un jour la keynote de Nicolas ou David chaque année pour dire voilà mon nouveau terminal de paiement? Non, tout à fait. Alors à keynote, je ne sais pas, on n'aura pas cette prétention, mais on a repris le contrôle de Verifone en Chine, qui nous apporte cette flexibilité. On est aujourd'hui capable de lancer les terminaux en moins d'1 an. C'est effectivement le cas, oui, tout à fait. Nicolas, même... C'est exactement ça, c'est un point majeur. C'est-à-dire qu'en fait, dans un marché qui mûrit,
Il faut être capable de lancer des produits beaucoup plus rapidement. Il faut avoir un go-to-market beaucoup plus rapide. Donc nous, on est leader en Chine depuis toujours. On était leader en Chine il y a 10 ans avant l'Android. On est toujours leader en Chine et de très loin. Donc on profite de ce savoir-faire technologique pour avoir des cycles plus courts avec des équipes de développeurs extrêmement importantes. Et on a lancé récemment un centre de compétences au Vietnam, aussi basé sur Android, pour être capable de raccourcir les cycles encore plus. D'accord, l'industrie qui se transforme. Toujours dans les sujets de technologie liés aux terminaux, David, je reviens vers toi. L'impact du pin on glass? Très positif. Nous avons, dans un premier temps, regardé, observé. Tu peux rappeler ce que c'est, parce que je ne sais pas si... C'est simplement la dématérialisation du keypad sur un écran tactile, en l'occurrence, si on veut résumer très, très, très rapidement. Et nous avons mis en place une licence, une patente, justement, sur le pin en glass, qui aide nos amis aveugles ou non-voyants à pouvoir taper leur code de façon très, très sécurisée, avec un taux d'acceptation de l'ordre de 92%, ce qui est exceptionnel. Leur code secret, et pouvoir, comme tout le monde, faire des transactions dans le commerce, quel qu'il soit. Mais le pin on glass, c'est pas aussi un superbe vecteur pour à terme ne plus avoir besoin de terminaux, avec justement les mobiles, etc. Oui, tout à fait. Et c'est en cela qu'il faut qu'on soit extrêmement agile et flexible pour pouvoir être présent sur ces marchés. Oui. Un autre sujet dont on a échangé autour d'un verre à l'étranger, c'était sur la coopération et la compétition avec toutes ces fintechs. Parce que tu as cité tout à l'heure Izettle, SumUp, qui viennent te chatouiller un peu les orteils, mais il y en a avec qui tu travailles. Est-ce que tu as des exemples de coopération plus ou moins réussis avec des fintechs dans le groupe Verifone, pas forcément chez nous d'ailleurs? Bien sûr. Je crois que l'industrie, dans son entièreté, on voit les annonces d'Ingenico qui sont très pertinentes. D'ailleurs, félicitations pour ça. En Espagne, je crois. Nous avons en l'occurrence beaucoup de partenariats, des laboratoires d'innovation, dont un très beau laboratoire en France. Je suis très fier de cela. Mais au-delà de cela, nous avons racheté une société aux Pays-Bas qui s'appelle Dimbox, qui est une fintech pure et dure, qui sont en fait tous les anciens d'ADN, et qui, en l'occurrence, doit acter en étant la plateforme du futur présente et future pour Verifone. Et c'est la démonstration pure et dure des partenariats et des investissements stratégiques à des valorisations tout à fait acceptables. On n'est pas dans les multiples que l'on peut connaître, dont tu as parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est rare, le mot valorisation acceptable et paiement dans la même phrase. Mais... Nicolas, même question sur les fintechs, parce que vous venez de faire une belle annonce, justement. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est une des annonces parmi plein d'autres. Oui, la dernière annonce qu'évoquait David à l'instant, c'est le fait qu'on a monté un laboratoire d'innovation à Barcelone, en Espagne, en partenariat avec Caixa et un autre partenaire. Donc ça s'est annoncé la semaine dernière. C'est exactement ça. Le but, c'est d'être capable de réagir très vite, d'avoir la sensation de ce que nous apportent les fintechs. En fait, en réalité, si tu veux, quand je regarde notre métier d'aujourd'hui et ma responsabilité par rapport à la discussion qu'on avait avec Gilles, la difficulté, c'est pas tellement de s'être réinventé une fois. Je crois qu'on est tous capables de se réinventer sur des cycles moyens, etc. La difficulté dans le paiement, c'est ce qu'expliquait très bien Gilles tout à l'heure, c'est que c'est en changement brutal, c'est déjà assez complexe, mais en plus avec des phénomènes d'accélération et de diversification. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une annonce, que ce soit les grosses fusions, que ce soit Facebook, etc. etc. Et donc pour nous, la complexité, c'est comment se réinventer constamment. Et me semble-t-il, il y a une partie qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, c'est le talent. Et c'est là où on lit aux startups, aux fintechs, etc. La problématique, ce qui m'obsède chaque jour quand je vais au bureau, finalement, c'est pas d'être un peu plus gros, d'avoir un contrat de plus, etc. La vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on va chercher le talent dont on aura besoin pour continuer à se réinventer constamment. Et c'est ça la complexité quand on a déjà une certaine taille, quand on a des canaux, etc. Est-ce qu'on les trouve dans votre secteur? Parce que beaucoup d'acteurs nous le disent sur ces scènes, quand même compliqué. Est-ce que vous les trouvez, par exemple, déjà en France, avant d'aller parler d'ailleurs, mais est-ce que vous trouvez suffisamment de talents formés, expérimentés, parce que tu as besoin de gens aussi expérimentés dans votre secteur d'activité? Oui, d'abord, c'est une chasse constante, on le sait tous, mais c'est aussi un process. Je crois que le fait d'être comme ça installé géographiquement à peu près partout dans le monde nous aide énormément. Puisque nous, on est installés dans 80 pays. On a, si je prends par exemple le comité exécutif d'Ingenico, les gens sont basés à Londres, à Paris, à Stockholm, à Atlanta, à Singapour. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des pools d'attractivité qui sont extrêmement importants et intéressants. Et le fait d'avoir enfin un certain nombre d'activités différentes
permet aussi de faire évoluer les talents en groupe et de les préparer pour leur métier de demain. Puisqu'on parle des choses de demain, il y a une question que j'ai oublié de te poser dans les prochaines étapes de la consolidation, puisqu'on parlait de phase 2. Il y a tellement d'articles de presse qui passent. Ingenico, c'est plutôt une proie ou un prédateur dans ce monde-là? Oui, moi je regarde pas les choses comme ça, si je peux me permettre. Je crois que par définition... N'hésite pas surtout. Non, il y a deux temps. La première, c'est que par définition, on a tous cru de façon générale par acquisition, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, pour les raisons qu'on a évoquées, enfin, tu le disais tout à l'heure, il y a très peu de cibles qui sont intéressantes en termes de prix. D'accord. Donc, pour avoir passé quelques années de ma vie à travailler pour des fonds de private equity, il y a une leçon que j'ai apprise, c'est que quand on achète trop cher, c'est très difficile de rentabiliser, c'est extrêmement compliqué. Et donc moi aujourd'hui, me semble-t-il, on a cette contrainte de la taille critique que Gilles a extrêmement bien expliqué. C'est-à-dire que demain, dans 3 ans, dans 5 ans, la taille nécessaire pour des acteurs comme les nôtres sera certainement le double, le triple de ce qu'on fait aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on le fait par acquisition, est-ce qu'on peut le faire par partenariat? Et il me semble que dans le paiement, alors c'est peut-être le fait d'avoir travaillé chez Visa pendant un certain temps, il y a un certain nombre de projets ou de possibilités de partenariat qu'on n'a pas complètement exploité, alors que finalement le cycle de je monte, je vends quand c'est au top, etc., ça fait déjà pas mal de temps que c'est optimisé. Un peu trop exploité peut-être en ce moment. David, pour terminer sur ton sujet, peux-tu nous dire quelques mots sur les prochaines étapes de la stratégie omnichannel quand même, que tu avances fortement en termes de communication sur Verifone? Oui, bien sûr. Donc, on a, bien avant le fonds d'investissement, de toute façon, mis en place en France une vraie solution d'omnicanalité. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'humilité, mais je pense qu'on est quand même leader en France sur le terrain. Et donc, on capitalise sur cette avancée technologique de la France dans le monde Verifone pour la scaler, pour la mettre en position globale. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque nous commençons la convergence de nos plateformes France d'omnicanalité vers la plateforme cible finale à partir du mois de juillet, donc en ce moment même, pour pouvoir profiter de toutes ces fonctionnalités qui sont réelles, qui sont déjà en production, qui sont chez le très très grand commerçant français. Et donc c'est en cela que nous allons prendre de l'avance et continuer à étendre ces fonctionnalités qui sont de toute façon nécessaires, parce que ce sont nos clients et les porteurs, les clients finaux qui nous portent à l'international de par la mobilité. Et les effets de masse sont absolument critiques pour pouvoir jouer dans cette cour. C'est évident. Merci, n'hésite pas à réagir tout à l'heure s'il y a des points. Frédéric, j'avoue qu'en préparant, j'ai dû aller relire l'historique de Monext. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que des fois, on a des choses ancrées, comme Ingenico, des fois, est ancré, certains d'entre nous, sur les terminaux. Toi, il y avait Payline, il y avait des choses, ça fait longtemps, maintenant, 23 ans. Les métiers ont beaucoup changé, je vois du crédit, je vois plein de choses. Que tu peux nous dire un peu, en fait, du processing pur, ce que vous faites, en fait, aujourd'hui, Monext, et comment tout ça évolue, justement? Bien sûr, Laurent. Donc en fait, Monext, on a plusieurs activités. On a une grosse activité sur le paiement en ligne avec une solution que tu viens de citer qui s'appelle Payline. Donc là, on s'adresse non pas en marque blanche à des banquiers, mais on vend directement aux commerçants, ce qui est assez différent. Donc toi, pour le coup, sur ce c'est marché. pas en partenariat, c'est en direct. En direct. L'avantage, c'est qu'on est un peu plus près de l'usage de l'utilisateur final. Et donc ça, c'est une stratégie qu'on a prise en 2012 et qu'on continue d'assumer et qui porte plutôt ses fruits, avec une grosse locomotive en France, puisqu'on a la chance de traiter les paiements d'Amazon, notamment. Une petite start-up. Donc ça, c'est une des activités de paiement en ligne. Après, on fait de l'acquisition et de l'émission. Donc l'acquisition, jusqu'à l'année dernière, on n'était pas établissement de paiement. On a obtenu nos licences d'établissement de paiement en émission, en acquisition. La raison est assez simple, c'est qu'en 2012, on traitait 300 millions de transactions. Et l'année dernière, on a traité 3 milliards de transactions en nombre de transactions. Et donc nous, quand on vend nos services, on les vend en fonction des volumes. Aujourd'hui, si on fait la somme des 3 milliards, ça représente 144 milliards d'euros qui sont passés sur nos plateformes. On s'est dit que si on passait établissement de paiement, on pourrait prendre une partie de la valeur et avoir une croissance assez sympathique sur cette activité. Donc tu veux remonter dans la chaîne de valeur, mais avec d'autres Exactement. services, donc tu disais avec l'émission. Et d'autres aussi. services, donc sur l'émission, alors l'émission, on est présent, on fait l'émission des cartes pour Orange Bank par exemple, pour Before Bank, donc pour des banquiers. Aujourd'hui, on est en train de migrer CTLM, donc BNPPF. C'est une grosse activité pour vous. Oui, on a 20 millions de cartes et on est en train d'en migrer 4 en ce moment, donc on aura 24 Je parlais pas millions de forcément en nombre de cartes, mais en part de l'EBITDA par rapport à ce que vous faites sur le reste. Alors, donc là, l'émission, c'est pas toujours facile, quoi. L'émission, ça dépend des cartes en fait. Donc on est connecté à tous les émetteurs évidemment. Et donc sur les cartes, on fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires sur l'émission de cartes. D'accord.
Et c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, tu nous as parlé de ça, j'ai vu aussi du crédit. Donc on fait aussi du crédit. Donc du crédit, on le fait à l'international. C'est-à-dire qu'on le fait pas en France. On le fait en Espagne, on le fait en Italie, on le fait au Portugal. En fait, vous avez tous des super offres, mais ailleurs que chez nous, en fait. Et en France, non, mais le crédit, c'est différent parce qu'en fait, le crédit, quand on parlait du métier, le métier est quand même très spécifique au pays et Passeporter des plateformes qui sont capables de gérer du crédit en France et à l'international, les règles métiers sont extrêmement différentes. Donc pas de plan sur le sujet crédit pour l'instant en France. Du crédit en France, on le fait sur mais qu'on appelle crédit adossé à carte, qui n'est pas vraiment du crédit puisque c'est du paiement une fois qu'on fait pour nos marchands également. D'accord. Mais par contre, quand tu fais justement l'acquisition de tous tes marchands, tu leur proposes pas le financement de leur poste fournisseur? On n'est pas établissement de crédit, donc non, mais même avec j'appartiens à une banque, mais je suis régulé. Je suis régulé maintenant parce que je suis établissement de paiement. Mais jusque-là, je ne l'étais pas. J'étais plus une société de services et de BPO, de processing. Alors justement, j'appartiens à une banque, donc 100% Arkéa. Ça change quoi en fait dans votre vie? Ça fait quelques années maintenant, mais d'appartenir à une banque, ça amène quoi en fait de plus, de moins, je ne sais pas, dans votre activité? Donc on appartient à une banque depuis 2010, puisqu'en fait Arkéa a racheté un fonds qui s'appelle Advent, qui est quand même bien connu. Advent est resté que 18 mois lors de la création. C'est une scission Tu as dépassé 18 mois, c'est bon. C'est une scission, en fait, quand Experian a décidé de céder ses activités, il a cédé ses activités chèques à un acteur et Advent a racheté la partie carte. Donc ça, c'est pour l'historique. Et donc, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? C'est que Arkéa, Crédit Mutuel Arkéa est limité à des contraintes pour vendre sur son territoire. On en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Donc c'était un moyen, un vecteur de développement pour aller au-delà des frontières historiques du Crédit Mutuel et de se positionner sur du B2B et du B2C et adresser des clients. Je me pose une question quand on voit Arkéa, qui est un membre éminemment actif à l'Axel, mais dans plein d'autres associations, quand on voit le nombre et la galaxie de FinTech avec laquelle il travaille, est-ce qu'il y a des synergies? Est-ce que toi, par exemple, en tant que Monext, tu arrives à travailler de manière très concrète avec, je sais pas moi, des MangoPay, Litchi, de la galaxie de leur néobanque ou autres qu'ils font à l'intérieur? Ou est-ce que c'est plutôt une gentille concurrence sympathique et saine entre chaque acteur au sein d'une galaxie? Je suis administrateur de Litchi MangoPay, donc on travaille, pour être très clair, MangoPay, Litchi utilise Payline. La solution donc vous faites des passerelles entre chacun. Et la passerelle, et effectivement, dans les acquisitions, les relations proches que l'on avait avec Litchi MangoPay sont une des raisons de l'intégration via Arkéa. Cette stratégie de diversification multi-fintech qui date d'il y a un certain temps maintenant par an vous a amené à vous, en tout cas, du business concret? Oui, tout à fait. D'accord. Comment on reste une start-up à plus de 23 ans? À chaque fois que je vois tes équipes, ils sont en mode sur les stands, en tout cas dans les salons, on a vraiment l'impression de la petite start-up qui vient de naître. Vous avez 23 ans quand même. Ça, on essaye rien n'est acquis, hein, on essaye de se remettre en cause évidemment, d'attirer des talents. Donc on en a parlé tout à l'heure. Donc on a la chance quand même d'être sur un marché. Le paiement, ça attire. Le temps réel, ça attire. Donc les jeunes ingénieurs, et on a une culture d'ingénieur dans l'entreprise, hein, très clairement. On arrive à attirer des talents. Y compris dans les zones géographiques, parce que vous n'êtes pas que à Paris, vous en l'occurrence. Alors on est très peu à Paris, puisqu'en fait on a que les forces commerciales sont à Paris, mais on a 500 personnes à Aix-en-Provence. Donc ceux qui veulent bosser au soleil, hein, c'est avec Frédéric. Hein, donc, les autres, c'est pays nordiques, hein, vous avez entendu. On a Baison ici, c'est sympa aussi, mais là il y a Aix. C'est plutôt agréable. N'hésitez pas. Merci. Alors effectivement, Caroline, je t'ai gardé pour la fin. C'est pas très gentil, c'est pas très galant, mais c'est en fait, ça faisait partie de notre petit échange de préparation. C'était plus facile en enchaînant comme ça. Quand on a préparé, tu m'as dit, parce que moi je venais naïvement avec PayPal comme moyen de paiement, etc. Tu m'as dit non, notre président a dit on est l'OS de paiement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors ouais, déjà peut-être je vais rappeler ce que c'est que PayPal aujourd'hui dans le monde. Donc on a plus de 277 millions de comptes actifs, c'est plus de 9 millions en France. Et on a une particularité, c'est qu'on travaille avec 70% des e-commerçants dans le monde. C'est à peu près ça en France et ça va jusqu'à 80% comme des pays comme l'Italie, l'Angleterre ou les États-Unis. Donc on est déjà intégré sur en fait une énorme partie des sites e-commerce qui nous donne un vrai avantage. On a fait plus de 15 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. On processe pratiquement 700 milliards de volume de paiement. Donc voilà, donc c'est la taille de PayPal aujourd'hui. C'est vrai que notre marché, ça reste le e-commerce parce qu'on parle beaucoup d'omnicanalité, de points de vente physiques. Donc on a racheté iZettle l'année dernière, grosse acquisition, plus de 2 milliards de dollars, ce qui nous donne vraiment un ancrage dans le monde physique. Mais notre cœur d'activité, c'est le e-commerce et c'est vraiment de travailler
avec les e-commerçants, puisque moi, un chiffre qui me choque toujours, c'est qu'il y a encore 80% d'abandon de panier sur les sites e-commerce. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 8 personnes sur 10 personnes qui vont compléter un panier sur les sites de nos commerçants, il y en a 8 qui vont abandonner le panier. Et c'est vraiment la valeur de PayPal, c'est vraiment d'aider à la conversion et d'aider tous ces consommateurs à trouver les bonnes raisons pour convertir. 100% de ceux qui abandonnent, c'est pas que à cause du paiement. Non, bien sûr, mais d'ailleurs, nous, on s'est développé les aussi. frais de livraison sont à 3 fois le prix du produit, des fois. Exactement, mais c'est aussi le tournant que PayPal a pris sur le e-commerce, parce qu'on a voulu vraiment aller au-delà du paiement et offrir des services, des garanties. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément bien PayPal, tous nos services de protection vont au-delà du paiement. Donc, si vous recevez pas un produit, vous êtes remboursé. On offre les frais de livraison, les frais de retour, pardon. On a du crédit dans plein de pays. Donc, effectivement, on essaye de réfléchir à quels sont les freins que rencontrent les acheteurs quand ils achètent sur Internet pour aider à lever ces freins grâce au wallet PayPal. Et on parlait de l'OS, effectivement, tous les deux, puisque, en fait, on a fait pas mal d'acquisitions stratégiques dans les dernières années. Donc, ça a commencé par Braintree, il y a 6 ans maintenant, donc notre premier PSP. Et ensuite, on a continué à faire des acquisitions dans différents secteurs connexes au paiement, donc dans le domaine de la lutte contre la fraude, donc récemment avec Simility. On a racheté Hyperwallet, qui est une solution de payout, donc de disbursement. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, on commençait à avoir une vraie plateforme et pas mal de briques différentes autour du secteur du paiement. Et aujourd'hui, on a combiné toutes ces briques autour d'un service qui s'appelle PayPal Commerce Platform, et qui est vraiment une plateforme clé en main et complète pour tous les acteurs qui veulent gérer des paiements, que ce soit des commerçants ou des marketplaces. Aussi bien online que offline Alors plutôt online, donc on va intégrer effectivement iZettle à la plateforme. Mais pour vous donner un exemple ou 2 exemples, en fait, nos premiers clients sur cette plateforme, c'est Facebook avec Instagram. Donc aux États-Unis aujourd'hui, vous pouvez faire des paiements sur la plateforme Instagram, et que ce soit des paiements faits avec PayPal, des cartes, des moyens de paiement plus alternatifs. En fait, c'est PayPal qui gère toutes ces transactions et qui va aussi gérer tout ce qui est fraude. On a aussi des briques de marketing. Donc voilà, ça c'est le premier client aux États-Unis. Et on a récemment aussi annoncé un partenariat avec PrestaShop. Donc ça commence avec la France, puis l'Italie, l'Espagne, où en fait PrestaShop a lancé un module de paiement sur sa plateforme, donc vraiment un module de paiement natif. Donc aujourd'hui, sur la plateforme de PrestaShop, quand vous êtes un commerçant et que vous voulez accepter des paiements, vous téléchargez différents modules de différents acteurs. Avec PayPal et la solution PrestaShop Checkout, en fait, vous pouvez nativement gérer tous vos paiements, que ce soit à nouveau les paiements cartes, les paiements iDeal pour les Pays-Bas, par exemple, Sofort en Allemagne. Et c'est PayPal qui est derrière cette solution-là. Donc de grandes ambitions, j'imagine, dans cette activité. Exactement, oui. Tu as cité tout à l'heure iZettle, donc j'y reviens, parce que là, on voit que vous débordez de vos frontières naturelles, mais encore le physique reste encore timide. À terme, ça reste aussi ça va être quelque chose d'important, ou on teste, on regarde Mais en fait, on voit aujourd'hui que la révolution dans les paiements dans le monde physique, elle est quand même menée par quelque part où les constructeurs mobiles, enfin, elle est quand même liée au mobile. Donc, moi, je pense à Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, donc c'est où le constructeur téléphone ou l'OS derrière. Et du coup, notre approche a été vraiment de mener des partenariats avec ces acteurs-là. Donc, aujourd'hui, PayPal est intégré dans Samsung Pay et Google Pay. Donc, ces solutions sont live dans pas mal de pays, et le partenariat avec PayPal est présent aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne pour le moment. Et on voit notamment que dans un pays comme l'Allemagne, finalement, le moyen de paiement PayPal permet à Google Pay d'avoir tous les moyens de paiement locaux qui sont finalement très très spécifiques. Donc, il y a une forte... Le moyen de paiement local le plus prisé, c'est le billet de banque. Mais... Ouais, il y a aussi Sofort, Giropay. Mais c'est vrai que c'est toujours dur d'utiliser sa carte en Allemagne. Exactement. Et du coup, on se rend compte que PayPal a une part de marché extrêmement forte sur le moyen de paiement Google Pay en Allemagne. Donc c'est aussi l'approche qu'on a eue. Et tu parlais de révolution. Nous, je pense que la grosse révolution, ça a été la séparation d'eBay, donc en 2015. Où vraiment on a commencé à avoir une approche basée sur des partenariats, et notre CEO
en parle extrêmement bien. Et dans cette volonté d'être justement l'OS du marché, il fallait nouer des partenariats stratégiques. Et du coup, nos partenariats avec Facebook, Instagram, Google Pay, Samsung Pay fait vraiment partie de cette stratégie. Donc 2 fois en 3 minutes que tu cites Facebook, j'ai pas le choix, Libra. Je l'attendais. Mais, même si on peut tous aller lire sur Twitter ou sur LinkedIn les nombreux articles qui disent rien, mais est-ce que tu as plus de choses à nous dire sur Libra ? Effectivement, donc nous, on fait partie de cette initiative. En fait, Facebook a créé une nouvelle monnaie internationale digitale basée sur Certains contestent ce terme monnaie, mais... Et en fait, je pense qu'il y a effectivement, ça suscite différents types de réactions et on est qu'au départ de cette initiative. Donc, PayPal en fait partie parce que la mission de PayPal, c'est de démocratiser les services financiers. Comme Facebook, on cherche à inclure les individus, les business dans cette économie digitale. Il y a plus de quasiment 2 milliards de gens qui sont exclus du monde des paiements, du monde bancaire. Donc, forcément, cette initiative, elle parlait à PayPal. Et Facebook, comme j'en ai parlé, c'est vraiment un acteur avec lequel on a différents types de partenariats et qui on travaille depuis très longtemps maintenant. Donc sur Instagram, sur la plateforme Facebook Messenger, sur WhatsApp. Donc on a en fait des partenariats de paiement sur quasiment toutes leurs plateformes. Donc ça nous semblait assez naturel. Voilà, mais quand on a échangé, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas grand-chose de très concret à en dire sur Libra pour l'instant. C'est les prémices encore. C'est complètement les prémices, ouais. On ne peut pas ne pas y être, entre guillemets, dans ta situation, mais dire ce que ça va être, c'est encore compliqué. On a parlé brièvement d'Izettle, mais tu as aussi évoqué le crédit. Même question qu'à nos camarades. Un jour en France ou... J'espère. En fait, on fait du crédit dans beaucoup de pays aujourd'hui. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Australie. Donc forcément, les produits qu'on développe chez PayPal, on a cette logique de plateforme. Donc tu me disais la dernière fois que tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de produits qui restaient cantonnés aux États-Unis et qui n'étaient pas forcément déployés. Tout à fait concret. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai eu souvent PayPal sur cette scène en 10 ans et que j'ai eu l'impression, maintenant que j'ai le recul, d'avoir vu beaucoup de slides que j'ai pas vu en réalité en pratique après. C'est beaucoup de POC, beaucoup d'idées, très productrices. Par exemple, 2012, j'ai été au World Mobile Congress où il y avait une très jolie démonstration pour payer avec mes yeux dans un café et où je rentrais directement, j'étais directement dans Minority Report. Mais c'était sympa pour un show, mais concrètement, j'ai pas vu beaucoup de ces innovations déployées. Alors je me demandais naïvement, c'est parce qu'elles sont aux US et que j'y vais pas assez, ou c'est juste parce que c'est des showcases. Et puis pour l'instant, concrètement, on fait beaucoup d'argent déjà avec ce qu'il y a à faire. Donc, Ouais, je pense qu'il y a du showcase. Il y a aussi, comme on le disait, des produits qui sont très spécifiques. Et notamment quand on parle de crédit, on voit qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué d'underwriter un client parce qu'on n'a pas les crédits de bureau. Donc je pense qu'on a un peu tous les mêmes complexités. Donc ça prend plus de temps. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on met du crédit dans le wallet PayPal, tout d'un coup, un consommateur peut acheter sur nos 20 millions de sites partenaires à crédit. Donc on a cette plateforme aussi internationale qui permet aux consommateurs de payer dans tous les pays qu'ils le souhaitent où PayPal est intégré. Donc ça donne une portée au crédit bien au-delà du pays de départ. Voilà, et je te disais aussi qu'en France, ça a été pour nous un vrai berceau de tests en termes d'innovation. Je parlais des frais de retour gratuits, qui a été un produit qui a été lancé en France. On a rendu aussi notre service de P2P. Qui a été lancé en France et déployé après ailleurs Ouais, qui a été déployé mondialement. Le P2P, donc on en parle moins. Pourtant, c'est un service sur lequel on a énormément investi, puisque donc le transfert d'argent entre particuliers PayPal est un service qui est aujourd'hui complètement gratuit en France. Donc si vous envoyez de l'argent... pour rembourser un restaurant, il n'y aura aucun frais. Et tu as combien d'utilisateurs aujourd'hui en France, par exemple, sur ce produit ? Alors en France, on a plus de 3 millions d'utilisateurs et on a remarqué en plus que c'était une population très, très jeune, ce qui permet vraiment de rajeunir la base de clients PayPal. On a lancé notre cagnotte aussi il y a quelques mois, en permettant aux gens de participer sans forcément avoir de compte PayPal et avec aucun frais pour ressortir les frais de la cagnotte. Donc, il ne va pas être content, il administre Litchi. Ouais. Non mais... Tu vas baisser les frais ? Non. Moi, j'en ai pas, donc je peux pas les baisser. C'est pas sympa, t'attaques par le bas. Bon. Non, et donc d'autres innovations comme ça que tu as pu... qui vont peut-être être lancées ou sur lesquelles vous travaillez en ce moment sur le marché français ou européen ou rien de spécifique En fait, sur le marché français, on cherche vraiment à
à continuer à accroître la maturité de PayPal parce que donc 70% des sites e-commerce, quand je disais que c'était presque 85% dans d'autres pays, donc il nous reste du travail à faire. Et en fait, quand on regarde le retail, par exemple, on doit être présent sur 90%, 95% des sites. C'est un peu moins le cas sur des industries comme l'alimentaire, le voyage, qui sont des industries qui se sont mis peut-être un peu plus tard sur le digital avec des marges un peu différentes. Et voilà, et 3 millions d'utilisateurs de P2P, mon ambition, ce serait que nos 9 millions d'utilisateurs utilisent du P2P aujourd'hui. Laurent, pour réagir à ça, en fait, c'est la problématique qu'on a. C'est-à-dire que quand tu croises le nombre de méthodes de paiement, nous, chez Ingenico, on en gère 300 dans le monde, avec le rythme d'innovation sur chacune de ces méthodes de paiement, mon PayPal est certainement au-dessus de la moyenne. Ça veut dire qu'après, quand tu t'assieds à la place du commerçant, dans 5 minutes, et que tu te dis mais comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça, quelles sont les bonnes, et qu'en plus tu complexifies tout ça en ayant, comme on l'expliquait très bien tout à l'heure, non pas un marché unique comme aux États-Unis, mais encore des aspects locaux importants, c'est ce qui caractérise le paiement, ça devient finalement une matrice qui est assez complexe à gérer. À laquelle j'ajouterais qu'il faut aussi comprendre la vitesse d'acceptation du porteur, du client. Ce n'est pas parce que l'on a adopté une méthode de paiement dans nos systèmes que l'acceptation du commerçant / du porteur de carte et ou de non-carte va être la même en Asie qu'en France. On peut le voir avec le QR code, on peut très bien le voir avec le instant payment. Donc croiser effectivement toutes ces données, pour nous en tant qu'industriels, c'est extrêmement complexe en termes de rentabilité, en termes de scalabilité. Il y a quand même beaucoup de moyens de paiement qui ont existé, qui n'existent plus. Si on regarde les 10 dernières années, on a investi, on a technologiquement mis en place un certain nombre de solutions qui n'existent plus aujourd'hui. Et le dernier point, c'est celui que David évoquait, c'est-à-dire le client final. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est que pendant très longtemps, les gens, les consommateurs ont payé comme on leur disait de payer. C'est-à-dire ils payaient là où ils devaient payer, avec les moyens de paiement qu'on leur donnait, et de la façon qu'on leur indiquait. Aujourd'hui, il y a une ébullition, un changement absolument extraordinaire, et de plus en plus, le consommateur est dans le contrôle de sa méthode de paiement. Donc ça veut dire que pour nous tous acteurs, ça devient une course, non plus uniquement à l'innovation, à la technique, à la sécurité, à la fiabilité, mais en plus du côté trendy qui fait que le consommateur va vouloir utiliser en priorité cette méthode de paiement pour aller chercher justement de notre côté des populations, tu l'expliquais très bien tout à l'heure, plus jeunes, différentes, etc. Et avec la complexité que vous évoquiez pour les acteurs d'entre vous qui sont très internationaux, ça n'a juste rien à voir en Asie, en Europe, aux États-Unis, dans certaines pratiques, dans certaines... C'est ce qui fait que c'est un métier passionnant et qu'on ne voit pas les journées passer.